Bonjour, bienvenue sur le 15e épisode de Rugby Confidential. 15, comme une équipe de rugby à 15, messieurs, je sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a rejoint l'équipe qui devient un petit peu titulaire avec nous. Sacha, comment tu vas ? Toujours heureux d'être avec vous, la voix va mieux et C'est puis vrai c'est T'as déjà récupéré. ouais, c'est déjà mieux et puis je suis content d'être là, on a de beaux sujets à aborder. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actu et comme vous l'avez vu, nous sommes mardi si vous êtes bien sûr au moment de la sortie. Et d'ailleurs, c'est l'objectif pendant le tournoi de vous sortir les épisodes plus tôt. On vous a écouté. Il y en a plein qui ont dit oui, le mercredi c'est pas bien parce qu'on est trop loin du match, etc. et de ce qui s'est passé. On vous a écouté. On sort l'épisode le mardi. On a pas mal de choses à débrief parce que ce week-end top 14, ce week-end tournoi destination. Bref, c'était vraiment, c'est vraiment très cool. Mais aussi ce week-end c'était Saint-Valentin, messieurs. Ouais. Est-ce que vous avez fait quelque chose ? Moi j'étais à Bayonne samedi soir, donc je l'ai fait avec les gars de mon équipe. C'est trop romantique. Ouais, trop romantique. Mais en vrai c'était bien. Sacha ? Tout seul. Dis la J'étais vérité. même pas... Dis la vérité. Attends. Dis la vérité. Non, véridiquement, seul. Normalement, il y a toujours un petit match de Ligue des Champions, tu sais, Saint-Valentin. Là, C'est rien. vrai, Ouais. Tristoun. Souvent des matchs du PSG qui étaient Ouais, en pleine Ligue des ouais. Champions. C'est la Libye un peu. Ah ouais. Ouais. Non, triste. Mais on aurait presque pu le faire ensemble. On aurait totalement. Je l'ai fait devant Clermont. Je l'ai Et fait toi, t'as fait quoi Vénard. alors je l'ai Dis-nous fait la devant vérité. Clermont-Toulon. Voilà, vrai bonheur. Bon match en plus. On peut en parler. Non, j'ai rien fait. Ouais. J'ai stream la journée pour suivre les matchs de 6 Nations et le soir tranquille devant le top 14. C'est plus ce que c'était. Hein. C'est plus ce que c'était. Ça se perd. Hein. Fête commerciale, On tout va ça. faire- toute on va façon, faire les une- gars, On va c'est faire une coloc. commercial. On va faire une coloc. Ouais, je Ouais, pense. les trois aigris. La tristesse des mecs. Ils commencent à se renfermer sur eux-mêmes. D'ailleurs, Sacha, j'ai une petite question. Dis-moi. Donc on l'a dit, grand fan de Manchester City, on en a parlé la Très semaine grand dernière. fan. Dans les commentaires YouTube, on nous a fait remonter ta page Wikipédia anglophone. Déjà, c'est toi qui l'as créée celle-ci ou pas ? Non, mais bon, Wikipédia, je pense qu'il faut pas non plus qu'on se fie trop à ça. Ok. Qui dit que t'étais un grand fan de Fulham. Bah non, c'est faux. Moi, j'ai qu'un club. Je suis l'homme d'un seul club, hein, comme Manchester. Gaël avec Elle Marseille. sort d'où cette info alors ? Cette info anglaise. Alors, j'adore le football anglais, vraiment. Je suis fan. Je faisais même des Boxing Day où j'allais voir tous les clubs à Londres, etc. Énorme. Mais non, après, non. Pur Manchester City, Citizens. Donc c'est une fake news. Fake news. Mais tu sais, j'ai l'impression que sur Wikipédia, comme sur Internet, tu peux mettre un peu des fois ce que tu veux. Ouais. T'as de tout quoi. Ouais, quand tu tapes mon nom, j'ai eu une coupe de cheveux pendant 2 mois, j'avais perdu un pari, je suis blond. Tu tapes mon nom, c'est la seule photo qui sort. Alors qu'elle a Dégoûté, duré 2 tu mois. Internet n'oublie jamais. Ouais, Sacha. exactement. Internet n'oublie Internet jamais. est terrible. Mais non, Ok. City. Donc c'est toujours City. Ça n'a jamais changé parce que City avait le vent en poupe. Non, Ok. je coulerai avec le bateau si le bateau doit couler. Allez, on passe sur le top 14, messieurs, parce que ce week-end, Gaël, il y a eu victoire des Bleus, on va en parler, mais il y a eu victoire du Racing à Bayonne. Ouais. 36-41 déjà. Alors, Très belle victoire. Content quand tu vas au stade et que t'es neutre, Ouais. tu vois du spectacle. Elle doit faire du bien celle-ci. Non, sincèrement, elle fait du bien. Après, on l'avait coché. Et on savait que c'était la bascule pour essayer de rentrer dans le top 6. C'était pas évident parce que Bayonne était en grande difficulté. Donc, on savait qu'une bête blessée allait revenir bien plus forte. Donc, on s'était préparé en conséquence. Ça fait 15 jours qu'on en parle. On a eu le temps de bien se préparer, etc. Et notre stratégie a marché. Donc, on est très content. Après, il faut rester humble. C'est qu'un match. On va à Montpellier la semaine prochaine et ça va être très, très dur aussi. C'était quoi justement la stratégie face à ces Bayonnais ? On savait que, vu le jeu au pied de Joris Second avec la météo, on savait qu'il allait nous enfermer chez nous. Donc, on avait vraiment une stratégie de laisser le ballon haut chez eux, de le mettre sous pression, essayer de lui mettre énormément de pression sur lui aussi. Et après, on a eu une grosse conquête dans l'ensemble. On a été cohérents, des ballons de contre. On savait qu'il fallait mettre énormément de pression sur le 9. On a eu 2 ballons contrés, c'est pas rien. Ouais. Donc, la stratégie a marché, même si pas tout n'a été parfait. Mais dans l'ensemble, ça a marché sur une grande partie du match. Donc, on est très contents. Et tranquillement, vous retrouvez le top 6. Ouais, tranquillement. Tu et l'avais humblement. annoncé dans ton top 6. serré. Je crois qu'on n'avait pas mis le Racing, toi et moi, Sacha. Ouais, dans le top vous avez 6. mis- Moi, je me rappelle de mémoire. Par courtoisie. Non, pas par courtoisie, avoir dit avec un grand Gaël, le Racing reviendra. Ouais, je me suis pas trompé pour l'instant. Pour le moment, en tout Ouais. cas, ils sont de retour dans ce top 6 tranquillement. Quoi. Non, mais on avait vraiment une stratégie très claire et je trouve qu'on monte en puissance sur la stratégie. Pas forcément sur Ouais. le jeu, etc. Mais je trouve qu'on est plus cohérent, on joue moins bas sur le terrain, on s'expose un peu moins. On a été un peu plus discipliné que les autres matchs. On a pris quand même un carton jaune, donc on est l'équipe qui est une des plus pénalisées. Ouais. Donc ça, c'est un réglage qu'il faut faire. Mais dans l'intensité, dans ce qu'on voulait mettre, on y était, quoi. Donc c'est cool. Tu sens qu'il y a une montée en puissance sur la préparation, en tout cas, des matchs, sur Ouais, l'anticipation ouais, des bien scénarios, sûr. peut-être. Surtout, on a une charnière très, très jeune. Ouais. À part Antoine Gibert qui est expérimenté, on a Hugo Son et Carbo qui sont quand même très jeunes.
Et je trouve qu'il prend en maturité très rapidement. Donc, c'est un plus et ça va évoluer encore jusqu'à la fin de la saison. Donc, il faut rester cohérent comme ça et on gagnera des matchs. On en parlait dans les podcasts précédents, justement, d'avoir ce vécu aussi d'équipe, tu Ouais, vois, totalement. petit à petit sur le fil de la saison. Le Racing, ils vont monter en puissance, c'est sûr. Ils ont quand même eu pas mal de gros joueurs qui sont en plus plutôt titulaires, qui sont arrivés dans cette équipe. Le fait qu'ils jouent ensemble, qu'ils aient ce vécu collectif, je pense que le Racing, ça peut être vraiment une équipe qui, sur la fin de saison, peut aller faire des gros coups et peut accrocher le top 6. Et puis, il y a des victoires qui sont, comment dire, des matchs références. Ouais. Et ces victoires-là, aller gagner à Bayonne, ça peut Gagner à être Jean Daugé. typiquement un bien match sûr. référence. Ah ouais. On peut penser à Castres qui a gagné au Munster et qui derrière a enchaîné des victoires. Ouais, C'est des trucs qui te construisent une saison aussi, quoi. Totalement, tu prends en confiance. Et je pense que, honnêtement, on n'est pas une évidence comme peut l'être Bordeaux, Toulouse, Pau maintenant, en ce moment où ils carburent, etc. Mais je pense qu'on est capable de taper n'importe quelle équipe sur un match. Et c'est ce que je dis souvent aux gars, si on est à 100%, qu'on tient notre stratégie et qu'on est cohérent dans ce qu'on fait, qu'on met l'intensité et la mentalité qu'il faut, je pense qu'on peut gagner n'importe qui. Après, on n'est pas une évidence comme peut l'être Bordeaux et Toulouse, c'est une certitude. Non, mais vous aviez déjà montré, notamment à Bordeaux, que vous étiez capable. Vous avez été dans le match pendant 50, 60 minutes. Et Toulouse tu vois, aussi, si on ne prend pas ce carton bien sûr. en fin de première mi-temps, c'est pas le même match, je pense. Ouais. Mais voilà, donc il faut rester cohérent, il faut rester humble, mais je pense qu'on a une carte à jouer, tout simplement. Après, attention, parce que le championnat, il est tellement Ouais, dense. c'est clair, il suffit de te louper une fois chez il y a toi. 5 points d'écart, sûr, je crois, entre totalement. l'ASM qui est 5e et Castres qui est 9e. Ouais, donc, en fait, tous les résultats, et bon, là, c'est une victoire à l'extérieur, donc c'est top, c'est ça clair. va faire du bien. Et Bayonne, 12e place. Ça fait mal, c'est un peu la crise à Bayonne actuellement. Ça fait extrêmement mal de retomber, parce que là, c'est 2 fois consécutivement en top 14 chez toi. C'est dur. Bah, eux, c'est le schéma inverse. Ils sont en manque de confiance, en manque de repères, beaucoup de joueurs blessés, des joueurs phares comme Tuilagi qui est quand même chez eux un leader et un joueur essentiel. Il leur manque quand même beaucoup de joueurs. Machno qui faisait du bien dans l'expérience, etc. Donc, tu sens qu'il manque de confiance. Après, ça reste une équipe, honnêtement, avec un potentiel de dingue. Donc, c'est pas facile, mais on voit que la confiance dans le sport, elle a un rôle primordial, tu vois. Donc, ils ont perdu à Castres, ils se sont mis le doute dans la tête. Même, j'ai senti que les supporters, ils étaient pas autant présents que d'habitude, tu vois. D'habitude, ça pousse derrière l'arbitre et tout. Là, je les ai sentis un peu éteints, mais dû au résultat, je pense. Donc, sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu 3 ou 4 fois. Donc, c'est pas simple. Enfin, il faut qu'ils arrivent à casser la dynamique. Le contexte doit pas aider. Et je pense qu'il y a aussi... Est-ce qu'il y a cette notion de... Ça y est, ils ont fait sauter le verrou, ils ont perdu à domicile, du coup, ce sera encore plus simple, entre guillemets, d'aller de continuer à perdre. Tu sais, ils en avaient parlé presque dans un côté positif. Maintenant, on jouera plus avec la peur de perdre à la maison, donc on va se lâcher. Finalement, tu vois que garder cette forteresse, c'est quand même un truc qui te galvanise petit à petit. Tu dis non, c'est bon, ça va sourire, ça te donne la confiance aussi dans les fins de match. Ça s'était pas joué à grand chose contre Castres. Et je pense que tu as perdu aussi justement ce super pouvoir, ce champignon de Mario qui te fait être capable d'aller chercher ces victoires en fin de match. Donc, petit coup dur pour Bayonne, mais moi, ça me fait surtout penser que ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe ailleurs, tu vois. La Rochelle, qui était top et qui, là, est dans le dur. T'as Toulon, où on parle de crise. C'est une équipe qui est pas loin d'accrocher le Stade Toulousain en Champions Cup l'an dernier. Ça va vite, en fait. Ça va vite et le niveau, il est tellement homogène dans ce championnat que tu peux te retrouver lâché du top 6 en pas beaucoup. Comme tu le dis, ce week-end, il y a eu pas mal de victoires à l'extérieur ou de défaites à domicile, appelez-les comme vous voulez. Montpellier à La Rochelle, Clermont à Toulon, Toulouse à Paris. Et c'est ces matchs-là qui te redéfinissent toute une saison. Est-ce que vous pensez, messieurs, que c'est lié aussi au doublon ? Je pense qu'il y a un impact, surtout pour Toulon. Pour moi, Charles Olivon et Baptiste Sorin, ils sont tellement essentiels pour Toulon. Mais ce qui est bien, mais qui est un défaut aussi pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois Toulouse, et tu peux enlever les 15 joueurs titulaires, ils performent quand même. Donc en fait, c'est pas très bien d'être dépendant de 2-3 joueurs dans son équipe. Et c'est vrai que Toulon l'est un peu. Après, quand ils sont là, c'est pas la même équipe. Donc... sans manquer d'humilité, mais un mec comme Baptiste Sorin, il fait tout sur le terrain, quoi. Il gère l'équipe, c'est le patron, c'est l'âme du club. C'est vraiment un mec qui manque à Toulon actuellement, ça c'est sûr. Moi, je trouve que pour les spectateurs, la période de doublon, elle est top, en vrai. Pourquoi ? Parce que tu vois, tu dis vous aviez coché ce match. Est-ce que vous l'auriez coché si vous enchaînez autant de matchs comme ça, tu vois ? Non, là, ce week-end, il n'y aura rien. Tu peux aussi te permettre de dire, bon, alors là, on a du temps pour le préparer. On n'est pas pressé. On peut envoyer la meilleure équipe. On peut essayer d'aller faire un coup. Et dans le championnat où souvent,
on l'a vu cette saison, tu fais des impasses à l'extérieur parce que c'est dur, parce que tu sais que si tu te concentres sur gagner à domicile, tu vas réussir à faire la maille. Et là, du coup, je trouve que ça nous offre plus de spectacles. On a 4 victoires à l'extérieur ce week-end, c'est top. Bien sûr. Et je suis pas sûr que ça fausse tant le jeu que ça, parce que quand tu vois la seule équipe qui est vraiment impactée par l'équipe de France, c'est Toulouse, et c'est la seule qui a gagné ce week-end à l'extérieur. Donc, dans l'ensemble, quand tu réfléchis bien, Bayonne, ils n'avaient pas d'internationaux. La Rochelle, à part Gégou, ils n'avaient pas d'autres internationaux, donc ils sont pas très impactés par les doublons. C'est surtout Toulouse, et malgré ça, ils ont gagné. Donc, c'est l'équipe Bordeaux a gagné aussi. Ouais, Bordeaux aussi. Mais c'est de la cohérence. Bordeaux, quand même, chez eux, c'est compliqué, quoi. Ça aurait été intéressant d'avoir le match Père Pipo. Avec quasiment toute la ligne de 3/4 de Pau. Concerné par l'équipe de France. Mais vous trouvez ça normal que ça joue quand même en même temps que l'équipe de France ou pas? Ou est-ce qu'en fait, comme on surestime l'impact, peut-être. Ça, on le dit depuis la nuit des temps, mais c'est le programme qui est comme ça, c'est l'agenda qui est comme ça. On pourra en parler des heures, mais bien sûr que ça impacte les doublons aussi d'un certain côté. Même par rapport d'avoir un match de l'équipe de France le même jour que Canal, je pense que ça impacte les stats, ça impacte beaucoup de choses. Je ne vais pas en parler avec moi, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Moi, ça fait 15 ans que je joue, ça fait 15 ans que c'est comme ça, et ça fait 15 ans qu'on dit que ça doit changer. Même. Je pense que ça ne changera pas d'ici. On a trop de matchs, quoi. Ouais, donc, c'est clair. On est obligé de les jouer. L'emploi du temps est trop dense. Les horaires sont adaptés exprès pour qu'on puisse caler des matchs Canal avant des matchs du 6 Nations. Après, moi, c'est surtout pour les joueurs. Je pense qu'en tant que spectateur, parfois, on a du mal, on a envie. Moi, j'ai envie qu'il y ait des matchs tous les week-ends, tu vois. Mais quand t'es joueur, tu te rends pas compte, mais tu tires sur la corde. Et ça, c'est dur. Toutes les semaines, tu repars. À l'époque, tu rentrais, tu jouais avec ton club. Là, maintenant, tu es protégé parce que ceux qui ont joué avec l'équipe de France, ils rentrent pas en club ou ils coupent en tout cas et ils jouent pas de match avec le club. Moi, quand j'ai commencé, je rentrais ce week-end-là, par exemple, où il n'y avait pas de match international. Je rentrais, jouer avec Toulouse, quoi, tu vois. Donc là, le rythme, il est terrible. Il est terrible. Il faut voir les semaines qu'il y a en équipe de France aussi. C'est pas les mêmes. Tu as beaucoup plus d'intensité globalement que sur ta semaine en club. Tu fais une grosse oppo le mercredi. T'es mâché, t'as déjà des premiers pets alors que tu t'en trimbales depuis le début de la saison. Là, ça pique. Tu changes les systèmes de jeu d'une semaine à l'autre. C'est terrible. En vrai, il y a plein de trucs qu'on voit pas, mais en inside, c'est intense quand même. J'imagine ça doit être dur de suivre ce rythme-là. Et même rien que les déplacements aussi, des fois. Les déplacements, tu rentres en avion, tu rentres le dimanche, t'es fatigué, tu reprends le lundi avec Toulouse et ton entraîneur, il veut que tu sois bon. Bon, ça se fait plus, mais à l'époque, il y a encore 7-8 ans, ça se faisait. Le rythme, il était infernal. C'était terrible. Bon, on va parler du 6 Nations. Ce week-end, bien sûr, le match que l'on a le plus suivi, c'est ce Pays de Galles-France. Victoire des Bleus 54-12 au Millennium, au Principality Stadium, pardonnez-moi. Victoire large et bonifiée. Près de 45 minutes de temps de jeu effectif selon Sean Edwards après le match. Ce qui est colossal quand même. Il y a des joueurs qui ont marqué, bien évidemment, beaucoup de points dans un match qui est un peu particulier, on en parlera. Mathieu Jalibert élu homme du match. Et on pense forcément aussi à la paire de centres paloises qu'on a pu voir évoluer ensemble tout le match, avec Fabien Broboiry, 20 ans, qui faisait sa première sélection, aligné avec Émilien Gaëton. Fabien Broboiry, c'est 8 défenseurs battus, 3 franchissements, 1 essai et 18 plaquages. En termes de défenseurs battus et de franchissement, il est premier. Et plaquage, il est deuxième sur le match. Quelle copie pour une première? C'est très bien. Honnêtement, c'était très bien. Mais on le savait. Honnêtement, c'est un joueur qui performe avec Pau depuis un petit moment. Il est haut niveau. Il a des capacités physiques. Il est très grand, très costaud. En plus de ça, il est technique, assez intelligent. Moi, je vois dans ses placements, il est toujours quand même assez bien placé. Émilien, c'est un profil encore différent et beaucoup d'activités, il court énormément, etc. Lui, il est un peu plus intelligent dans sa manière de se positionner, il s'économise un peu plus. Par contre, quand il met l'intensité qu'il faut, il fait mal. C'est un très bon plaqueur, il lit bien les courses, il a des très bonnes courses. Et honnêtement, il a fait un match complet. Ils ont été très bons, les deux, je les ai trouvés très très bons, très cohérents, et on sent qu'ils ont un lien aussi en club. Donc ils ont une connexion, ils ont une bonne connexion, etc. On sait qu'il y en a un, c'est un runner, l'autre il est un peu plus puissant et tout, donc ils sont assez complémentaires. Honnêtement. Il est passé par Tarbes, et on a pu lire dans la presse qu'il avait notamment été observé par des recruteurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Et là, les supporters de l'UBB qui doivent se dire mais c'est pas possible. Après, ils sont quand même équipés. C'est vrai qu'ils sont quand même équipés, les Bordelais. Mais il a surtout choisi le projet de la section paloise. Et Sacha, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard parce que je sais exactement comment fonctionne le recrutement du côté de Pau. C'est hyper intéressant ce qu'ils font, notamment avec Sébastien Picchironi,
qui a été en moins de 20, donc en fait qui repère, qui connaît tout ce vivier de jeunes joueurs, et Dieu sait qu'on en a du côté des Français qui vont sortir, qui ont du gros potentiel. Moi, il me parle de Fabien depuis 4 ans. Fabien, il a 20 ans, il a déjà 25 matchs de top 14. Comme disait Gaël, moi je trouve qu'il joue avec une maturité d'un mec de 35 barreaux. C'est que si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais je crois qu'il est encore éligible pour le tournoi U20 là. Je pense, oui, il a 20 ans. Oui. Il a 20 ans, il a été surclassé, etc. Non, enfin, donc c'est vraiment un gros joueur. Et en fait, là où Pau est intelligent et ils ont bien réfléchi, c'est qu'en fait, ils savent qu'ils peuvent pas rivaliser avec le Stade Toulousain. On l'a vu avec Gaëton, notamment sur les offres financières, sur tout ça avec Bordeaux. Et en fait, ils ont un plan de développement qui présente aux joueurs qui est mais juste exceptionnel. Et en fait, si tu veux, quand tu vas pour être recruté, souvent on te dit écoute, tu seras 4e, 5e au poste et tu auras peut-être ta chance, tu vois. Ouais. En fait, eux, quand ils ciblent un mec, ils en sont persuadés. Ils bossent avec un mec qui s'appelle Brandon Fajardo, qui est un puits sans fond, qui connaît tous les joueurs, qui parle de vivier, des mecs de 14 ans, de Benjamin et tout, enfin, malade. Et en fait, là où il est très fort, c'est qu'ils lui disent écoute, tu vas signer chez nous et tu seras 4e au poste et tu vas jouer. En fait, c'est pas. Ils vont lui dire écoute, à un moment donné, on te le promet, tu auras un match. On va pas te dire si tu travailles bien, tu auras ton match. Travaille pour ça, on va te préparer pour ça, on va te développer pour ça, et tu auras ta chance, et ça sera à toi de la saisir. Et tu arrives, et tu vois, là, je connais un jeune de Vannes qui signe à Pau, qui a 20 ans, qui fait le tournoi de moins 20 ans, qu'on a déjà annoncé comme le remplaçant d'un joueur qui va s'en aller. Qui n'a pas été annoncé, mais qui va s'en aller. Ils lui ont dit voilà, c'est toi qui prends sa place. Il a 20 ans, il s'entraîne même pas en pro à Vannes. Et le mec, il arrive et il sait qu'il est 3e au poste sur le poste d'arrière et qu'en gros, ils vont le préparer pour jouer. Et ça, je trouve que pour donner de la confiance et pour donner à un jeune d'avoir envie de rester. C'est clair, c'est très important. Apporter des garanties comme ça, c'est génial. Exactement. Tu sais que tu vas avoir ta chance. C'est un espèce de programme qui est fait pour t'y amener. Et après, c'est à toi de tirer ta chance et je trouve ça top. Il a fait une première sélection du coup impressionnante et en revanche pour un autre centre ça s'est pas forcément passé du mieux possible. C'est Noah Néné, donc centre du Stade Français, qui est entré pour sa première sélection. On l'a pas vraiment reconnu par rapport à ce qu'on est capable de voir de sa part au Stade Français. Pourquoi ça peut arriver ces situations-là? Déjà, c'est un match où tu mets 50 points à l'adversaire, donc il rentre, l'atmosphère elle est un peu plus légère, etc., même s'il doit avoir une pression énorme sur les épaules. Et honnêtement, pour le défendre, mais parce que je trouve qu'il a des qualités exceptionnelles et qu'il fait partie potentiellement des centres qui feront les beaux jours du 15 de France. Donc, faut pas blâmer un joueur pour sa première sélection. Après, c'est sûr qu'il n'a pas été convaincant. Il aurait pu mieux faire. Il a eu du déchet, etc. Mais on voit les qualités physiques, rugbystiques qu'il a. Moi, je le vois tous les week-ends. Je le vois tous les week-ends. On sent que c'est un fort potentiel. Donc, faut pas le tuer avant l'heure. Honnêtement, ça arrive de passer à côté. Moi-même, je suis passé à côté de certains matchs en équipe nationale ou en club. Ça fait partie du processus. Après, c'est sûr qu'il faut qu'il gère peut-être mieux sa pression. Il faut qu'il soit peut-être un peu plus concentré quand il va rentrer. Il sait qu'il aura des tâches à faire et des rôles à faire. Il faut qu'il soit un peu plus focus sur ça. Mais je suis vraiment pas inquiet sur le futur et je suis persuadé que Fabien Galtier, il lui en tiendra par rigueur parce qu'il voit le potentiel du mec, il le voit à l'entraînement. Et s'il est en équipe nationale, c'est qu'il mérite de le porter. Par contre, s'il fait 5 copies comme ça d'affilée, ça va devenir compliqué. Mais je suis persuadé qu'il aura d'autres opportunités et il les saisira parce qu'il a des qualités exceptionnelles. Même rien que ce qu'on voit en top 14, on voit qu'il a des qualités. Mais en fait, c'est quand même intéressant de se dire... parce que là, c'est quoi? Après, c'est une première sélection, c'est dur émotionnellement, ça doit être particulier. Non, mais c'est dur, et puis surtout, je pense que quand on le voit rentrer, il rentre à 12 minutes de la fin, on se dit, c'est facile, mais en fait, c'est tout sauf facile. Parce qu'il y a 2 joueurs qui faisaient leur première cape, c'était Fabien Brouboiry et lui. Fabien Brouboiry, il fait tout le match, il est associé à son compère en club. Il rentre, il a été très bon. Lui, forcément, il veut montrer qu'il est au niveau. Il y a 54 à 7, je crois. Donc, forcément, tu veux montrer, tu veux prouver, tu veux tenter des coups. Tu sors un petit peu du système, tu as tendance à surjouer parce que tu veux te montrer. Puis tu es au Millennium, c'est tout un cadre, etc. Donc je pense qu'en fait, c'est vraiment dur. Et comme dit Gaël, il faut pas plus lui en tenir rigueur que ça. Il a eu du mal à se canaliser, je pense. Vraiment, je pense que c'est ça. Et il est jeune, et comparé à Fabien Brouboiry, il a 21 ans, mais il a que 14 matchs. Brouboiry, il en a 25. Il a aussi moins d'expérience. Il est passé par la Pro D2. T'imagines le gap? Complètement. Il y a un an, il était en Pro D2, là, il est au Millennium.
Ouais, le gap, C'est, il est il énorme. faut être solide Bien sûr. mentalement, tu vois. Bien sûr. Et, Et après, puis, il faut être capable de pour aussi switcher. que les gens puissent se projeter un petit peu, parce que ce soit là, les joueurs, il y a la gestion émotionnelle, parce que première sélection, gestion du stress, où tu rentres en plus, tu rentres dans un match qui commence à être décousu. Les Gallois, ils relancent du Ça joue parking. partout, Ouais, ouais, bien ça- sûr. on en parlait T'as tout du temps pour de te jeu. perdre. Ouais, t'as tout pour t'embourber dans un truc. N'oubliez pas, ça peut arriver aussi à un premier plateau télé pour Sacha, premier rendez-vous entrepreneurial pour Gaël, par exemple, des détections chez les jeunes, j'en sais rien. Il y a plein de situations qui sont un peu stressantes sur des premières fois, et ça fait partie de l'expérience et de l'apprentissage Bien aussi. sûr. Mais comme je te dis, honnêtement, je suis vraiment pas inquiet pour lui. Je le vois tous les week-ends, il a des qualités exceptionnelles. Faut qu'il travaille, qu'il continue à travailler tout simplement, et il aura d'autres opportunités, c'est sûr et certain. C'est un joueur à fort potentiel, et là, oui, il a trop tenté, il a voulu se démarquer des autres, peut-être qu'il est sorti un peu du plan, mais ça arrive, et je pense que je te dis, Fabien, il lui en tient même pas rigueur. Après, t'as raison de faire le parallèle, je trouve, avec tout. Hein. Moi, je me rappelle le premier épisode de Rugby Confidentiel, j'étais comme ça. C'est hein. vrai. J'avais Et pas maintenant, tranquille. J'avais pas dormi la nuit. Hein. C'est qu'après, je sais que je suis un Franchement, tyran en dehors de la caméra aussi, c'est Non, ça que mais- les gens voient pas. Non, mais c'est pas évident et il est jeune, mais ça arrive à tous les sportifs. Tu sais, souvent, on parle de. Moi, j'aime bien Rafael Nadal, c'est un mec qui me parlait. Et tu sais, il avait tous ses tics, etc., tous ces trucs, et tu pouvais dire, ah, il est chiant, pourquoi il fait ça? Mais souvent, il ratait des points. Et en fait, c'était un moyen pour lui de se dire, allez, Ouais, je passe je à autre comprends. chose, je me concentre sur une autre idée, je balaye un petit peu ce qui vient de se passer, je me reconcentre sur autre chose, ça le permettait de derrière d'avoir un point largement meilleur. Et je pense que ce match-là, il va lui servir terrible à Noah. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis grave Franchement, d'accord. dans sa construction, tu vas voir que je suis persuadé que ça va vraiment l'aider. Ouais, et puis là, il prend la cape, puis ça y est, c'est passé ce cap Ouais, du premier bien sûr. truc, tu vois. Non, mais c'est Ouais. déjà énorme. Et après, il faut voir la concurrence qu'il y a, donc le stress qu'il y a en Ouais, bien rentrant. sûr. Tu vois que Fabien, il fait un super match, tu vois qu'Emilien, il fait un super match aussi. C'est dur. Ouais. Donc là, tu rentres, le match est décousu, il y a beaucoup de pression sur les épaules. Lui, il veut se démarquer, il veut tenter des choses. Malheureusement, ça passe pas, mais sur d'autres jours, ça passera. Et il faut qu'il garde ce côté créatif, parce que c'est ce qui fait sa force. Faut pas qu'il se dise, non, faut que je rentre. Fabien, il est un peu plus posé. Ouais. Tu sens qu'il est moins créatif. Par contre, il est plus sûr de lui, il a un peu plus d'expérience, etc. Emilien, il a encore autre chose, il a plus d'expérience. Ça fait déjà 2-3 ans qu'il est là. Donc ça va venir avec le temps. Honnêtement, ça va être bien. C'est un peu un chien fou. T'as déjà Ouais. été stressé, toi, de cette manière, avant un match, peut-être Bah, plus jeune, je pense, mais franchement, ça fait un moment que je stresse plus avant les Ouais. matchs. J'ai toujours un peu le Oui, stress une et petite tout, pression. moi, mais j'avais ça me envie de bloque pas vomir en avant fait. les matchs. Ah ouais, putain, moi, ça, j'ai jamais Ouais, compris. je te jure. Ah, moi, Et- je et en rigole, dehors je du peux rugby rigoler et tout. Pas du tout. Moi aussi, je pouvais rigoler. Moi, hein. je suis J'avais quand même envie Tout de le monde va vomir te dire, avant je suis le mec beaucoup le plus détente de la Ouais. Terre. Il n'y a rien qui me ouais. stresse. Même des fois, quand j'ai des trucs qui pourraient me stresser, ben, je me stresse pas. Je me dis, mais c'est la vie, ça va aller. C'est vrai que des fois, on a des Mais je pense que c'est discussions mon de côté- taf. Mais c'est- oui, c'est pour mon avoir exactement été ça. sportif Ouais. et tout, en plus. Bon, toi, déjà t'es ça, quand et je pense même- que c'est dans ma nature et dans ma culture, tu vois, la culture un peu africaine dont on parlait une fois sur le plateau et tout. Mais je vis pas au jour le jour, mais Ouais, je me dis, relax. bah, qu'est-ce qui va se passer de mal? Il y a des gens, ils galèrent, ils C'est clair. sont entre la vie et la mort ou ils galèrent. C'est Et clair. moi, je suis là, je fais du sport. Pourquoi je vais me stresser? Donc, même à 2 minutes du match, je peux rigoler. Moi, je pense que c'était Ouais. l'envie de bien faire qui me faisait stresser, Ouais. tu vois. Parce qu'en fait, pareil, je pouvais rigoler, c'était musique, très tranquille, aux échauffements, je pouvais m'amuser, etc. Mais c'est vrai que après, quand ça allait le coup d'envoi, j'avais envie de bien faire, j'avais envie de vomir. Et puis après, Oui, après, ça tu se te lance, libères. tu vois. Ouais, premier impact, de toute façon, Ouais. après, c'est Tu toujours te le mets truc, les tu étoiles sais. un peu, tu dis, Ouais. oula! Tu dis, ok, bon, mais c'est bon. Ouais, dépêche-toi de Il y a toujours 10 ce. mètres. Je trouve que ce premier impact, à chaque fois, il Ouais. casse tout, et après, c'est bon, Ouais. t'es lancé. T'es Et dans quand le j'ai truc, hein. quand j'ai été très sérieux, où je me suis mis une pression de dingue, etc., Ça me performe. j'ai été moins bon. Je te dis sincèrement. Ouais. Et parce que j'ai un cahier où j'écris tout, j'écris toutes mes stats, les trucs, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me relever, tout. Enfin, c'est un truc de fou. Et je fais ça depuis que j'ai 16 ans, 17 ans. Et j'ai toujours regardé ce truc-là. Et quand j'ai poussé le truc ou que j'ai voulu en rajouter pour me dire, me rassurer un moi-même, bah, je te promets que le C'est week-end, intéressant, j'étais mais tu le fais encore, catastrophique. ça? Ouais, je le fais encore, avant chaque match. Chaque match, tu fais Ouais, tu j'écris prends tes tout, notes je me et dis, en défense, je dois faire ça, je me mets des objectifs, en attaque, je dois faire ça, etc. Ouais. Non, mais pour moi, c'est un levier mental qui Ouais, m'a c'est servi bien. toute ma carrière, tu vois. Et c'est comme un genre de rituel, tu vois. Je le fais avant le match, j'ai mon processus, je le relis un peu avant. Mais la fois où j'ai trop poussé, à chaque fois, quand j'ai eu beaucoup de pression avant un match, etc., j'ai jamais été bon. Et là, ce week-end, t'as écrit quoi, par exemple, dedans? Prendre du plaisir. Ouais, prendre du plaisir, jouer mon rugby, apporter mon leadership, mon expérience, rester serein, rester très calme et jouer juste. Je mets souvent ça, jouer juste. Parce que des fois, tu veux trop en faire, tu veux trop pousser et tu veux trop tenter de choses pour essayer de te démarquer, etc. Alors que quand j'ai voulu jouer juste, jouer les situations simplement, ça s'est bien passé. Et est-ce qu'après autant de temps, t'arrives à renouveler ces idées-là un petit peu? Ouais, je change souvent. Ça dépend les matchs. Quand je joue contre l'Afrique du Sud, je mets énormément d'agressivité, Ouais, bien sûr. beaucoup de combats, des trucs un peu plus, on va dire, basiques. Et quand je joue contre des équipes où je sais que ça va jouer, du style Toulouse, Bordeaux, etc., je me dis sois créatif, prends des initiatives, etc. Et j'essaye de pousser en fonction des matchs, quoi.
Moi, j'ai une question. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez jeune, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui nous écoutent, qui doivent le faire quand ils jouent, etc. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous regardiez des highlights des joueurs que vous aimez bien sûr. On est d'accord qu'on l'a... Je vais la tenter, ça. Il a fait comme ça, ouais. Moi, c'est lui qui m'a inspiré. Oui. Je me suis dit, mais en fait, c'est une folie parce que le mec, il peut pas te plaquer quand tu fais la tout-pied. Parce que tu mets tellement de vitesse. Après, bon, s'il te prend bien dans le dos au moment où tu peux mourir. Péridurale en bas du dos. Moi, je regardais les trucs de Joro Kosoko, qui est maintenant mon coach au Racing 92, et ça m'a vachement inspiré. Donc, je m'entraînais à l'entraînement et en fait, j'ai cultivé ce truc-là à force de regarder ses vidéos. Mais dans d'autres domaines, il y a des buteurs qui s'inspirent de Johnny, il y en a qui s'inspirent de. On s'inspire tous de quelqu'un. J'étais pas le seul à le faire. Moi, je mettais les highlights. Je suis fou, quoi. Je me suis dit, pourquoi je fais ça? Moi, je mettais les highlights de Sacha Valo tout le temps. Avant les matchs, ça me galvanisait terrible. Terrible. Il y a une vidéo qui existe d'ailleurs de highlight Sacha Valo. Elle est postée par toi ou pas? Non. Putain, c'est comme le Wikipédia, je veux enquêter quand même. Vas-y, il y a des joueurs qui font ça. Après, t'as des mecs qui te le proposent. Moi, j'avais un Géorgien qui m'avait proposé de me faire des highlights de mes matchs de Pro 2. Je suis là, mais je pense que tout le monde s'en fout. Ça va te coûter cher ou pas? Non, je sais même pas ce que ça. Ouais, j'avais pas répondu. Mais... Bon, on en a pensé quoi du stade? Est-ce que le Principality Stadium, messieurs, c'est le plus beau stade du tournoi? Ouais, de loin. De l'intérieur, moi, je le pense sincèrement. En fait, de l'intérieur, c'est comme un chaudron. Déjà, les tribunes, elles sont hyper proches. Ouais. Moi, ça m'avait choqué quand j'étais plus jeune. Là, maintenant, j'ai joué tellement de fois, sans manquer d'humilité, mais j'ai joué tellement de fois que ça m'impressionne un peu moins. Ouais. Mais je me rappelle, quand l'équipe du Pays de Galles, elle était en feu, il y avait tous les meilleurs, il y avait une génération de dingues, tu vois. Je me rappelle, il y avait le drapeau, tellement il était grand, il passait presque sur le stade. Et ça m'avait choqué de me dire comment des tribunes elles peuvent être aussi proches du stade, tu vois. Nous, en France, les tribunes, elles sont un peu éloignées, on n'a pas des stades à l'anglaise ou quoi. Et ça m'avait choqué. Je me souviens comme si c'était hier. Je m'étais dit, waouh, dans quoi je m'embarque là? Et ça va être la folie. Et on avait perdu. Moi, il m'a rendu triste ce stade ce week-end. Ah oui? Parce qu'il était pas plein. Franchement, je l'ai toujours connu comme un espèce d'énorme chaudron et tout. Et là, en fait, quand les hymnes se sont terminés, que la caméra elle a dézoomé avant la pub. Après, c'est ce que j'allais dire. On l'a pas vu, il y avait la pub. Non. Et là, j'ai vu toutes ces places vides. Et le match a démarré, on entendait aller les bleus, aller les bleus, aller les bleus. À l'époque, c'était impossible, tu vois. Et ça m'a fait mal au cœur. Justement, 57 744 billets vendus pour ce match du tournoi à Cardiff sur un stade de 80 000, plus de 80 000 places. Je crois qu'il y avait 20 à 30 000 Français. 72 000 places. Donc t'imagines? Ça veut dire plus de 15 000 places non vendues. C'est triste parce que 20 000 Français. Il y a encore quelques temps de ça. Quasiment la moitié. Ouais, c'est un truc de fou. Après, c'est la pire affluence de l'histoire. Les gens disaient qu'ils avaient l'impression d'être au Stade de France tellement il y avait de Français. Non, c'est triste pour eux, mais ça fait partie du cycle. Ils sont dans un cycle négatif. Ils gagnent pas. Moi, je me rappelle des matchs au Stade de France, on faisait 30 000 personnes face à l'Italie. Il y avait personne dans le stade. Et c'était triste parce que ton équipe, elle gagne pas. T'as pas envie d'aller la soutenir. T'as pas envie d'être là. Tu prends pas de plaisir, etc. Donc, c'est très dur. Faut qu'ils arrivent à casser ça, mais je pense qu'ils en ont encore pour un petit moment, malheureusement. Ouais, là, ça semble. On en parlait un petit peu avant l'émission. En fait, c'est même pas un problème de plan de jeu, c'est même pas un problème d'idée, de philosophie, c'est un problème de talent. T'as pas le talent aujourd'hui pour gagner, pour même ne serait-ce qu'un peu rivaliser avec les Bleus. Pourtant, l'envie, elle est là, tu vois, tu sens qu'ils s'envoient. Par contre, pour s'envoyer. Par contre, ils s'envoient. Ah ouf. Ils font pas semblant. Mais ils ont pas ce qu'il faut. Ils sont valeureux. Ils sont à court d'armes, de munitions, on va dire. Et c'est, je pense, en tout cas, parti pour durer. Même si le U20 gallois, il montre des choses intéressantes. Est-ce que là, tu te dis, oh là, ça va être choquant, ce mec-là, il va péter. Pas trop. Je trouve que ça manque un petit peu de ça. L'équipe de France, elle semble, en tout cas, se diriger tout droit vers un grand chelem. On ressent que c'est quand même l'équipe la plus performante, largement. Et même, c'est la seule qui est toujours invaincue dans le tournoi destination. Est-ce que cette équipe de France est injouable dans ce tournoi, messieurs? Jusqu'à présent, oui. Là, sur les 2 premiers matchs, en tout cas, il n'y a pas de match, il n'y a pas photo. Ils sont largement au-dessus. Tous les joueurs performent. Là, il y a eu encore 5-6 changements. Les joueurs, ils ont tous été à la hauteur. Tu sens qu'il y a une cohérence, etc. Donc là, elle est largement au-dessus, mais par contre, ça va se durcir dès maintenant parce qu'on va recevoir l'Italie et c'est une équipe qui est redoutable. Elle a failli gagner en Irlande, donc je pense qu'on est au-dessus. Honnêtement, sans manquer d'humilité, je pense qu'on est au-dessus sur le papier de ce qu'on a montré jusqu'à présent. Mais là, on va rencontrer 3 équipes sérieuses. Je pense que l'Italie, beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, ils vont se transcender. Ça va être très dur parce que l'équipe de France, elle est quand même au-dessus. Après, tu vas jouer l'Écosse. L'Écosse, en Écosse, vu le match qu'ils ont fait face à l'Angleterre, on va l'avoir dur aussi, mais on gagnera parce que pour moi, on est au-dessus. Et le dernier match, où je pense que la finale elle va jouer là. Donc,
J'ai été déçu des Anglais. Ouais, moi aussi, très déçu. Très déçu. Mais ils vont être revanchards. Ils ont quand même du potentiel. C'est l'équipe sur le papier qui a le plus gros potentiel pour embêter l'équipe de France. Mais pour moi, l'équipe de France est largement au-dessus sur ce tournoi. Il n'y a pas photo. Je faisais un peu mes petits calculs. Moi, je regardais de mon côté. Il y a un monde où, si ça se passe bien contre l'Italie, que ça se passe bien contre l'Écosse, on peut être éventuellement champion à la J4. Ouais, bien sûr. Si tu bats l'Italie, toutes les équipes auront perdu sauf toi. Ouais, exactement. Donc, déjà. Non, mais l'Italie a perdu. L'Italie a perdu en Irlande. Ouais. Donc tout le monde a déjà perdu. Oui, tout le monde aura perdu. Tout le monde a déjà perdu. Sur l'Écosse, tu peux avoir gagné le tournoi. Sur l'Écosse, tu peux. Il faut faire le grand chelem. Sur une génération comme ça, avec le potentiel qu'il y a, honnêtement. Il faut tout. Et puis perdre à domicile contre les Anglais, l'enfer. C'est les 3 plus gros matchs qui nous attendent pour moi. Là, ça va commencer à se durcir. Après, je pense que vu ce qu'on a montré jusqu'à présent, et si on continue cette voie-là, honnêtement, c'est tellement au-dessus cette année que on verra bien. Il ne faut pas s'emballer. Mais c'est vrai que là, le niveau montré jusqu'à présent, il est énorme. Mais j'avais envie de parler de l'adversaire du week-end prochain, l'Italie, qu'on a commencé à aborder à l'instant. Séduisant depuis le début du tournoi. Le match sera à Lille, d'ailleurs. À noter, ce ne sera pas au Stade de France. Victoire contre l'Écosse en première journée, et puis assez accrocheur en Irlande. S'il n'y a pas en avant de passe, c'est pas le même match. Est-ce qu'il y a en avant de passe pour déjà ? moi, non. Honnêtement, j'aime pas faire de polémique. Le réalisateur. Le réalisateur, il était très bon. Mais on en parlait la semaine dernière. Mais moi non plus, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que l'action, elle est incroyable. C'est la synergie du ballon, mais on le sait depuis il est lancé comme un avion. Voilà, en plus. Le problème, c'est qu'il y a la ligne et ça donne une mauvaise indication aux gens. Alors que la règle, c'est pas la trajectoire complète. Ça, c'est le truc aussi. C'est les mains et la trajectoire à la sortie des mains. Pour moi, le signal le plus fort, c'est que t'as aucun Irlandais qui demande un en avant sur l'action. Et ils sont tous, il y en a, il est pile dans l'axe. Il n'y a pas un mec qui lève la main, qui regarde l'arbitre. Tout le monde est OK pour le valider cet essai. Il y a d'autres indicateurs aussi, c'est que Menoncello finit loin devant la règle. Enfin, tu sais, si tu retraces une ligne, le fameux truc, ce n'est pas la règle, mais il finit loin devant. Lainac, à la base, il est très loin derrière aussi. Je l'ai trouvé dur. Tu regardes le ralenti. Après, moi, je trouve que quand je vois le ralenti, tu te dis, le ballon, il part vers l'avant. Mais bon, encore une fois, il y a la vitesse, il y a les mains comme Le truc, c'est qu'on a une situation très similaire avec les Anglais et l'Écosse et laisser accepter, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, alors pourtant, je trouve que la règle, elle est assez claire. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, parce que ça, c'est un truc qui est quand même important, ce n'est pas la trajectoire complète. Le ballon, si les joueurs sont lancés, avancera toujours sur le terrain. C'est un truc à retenir. C'est physique. C'est physique. Si tu vas dans un sens, même si tu fais la passe derrière toi, ça avancera. Donc il y a 2 éléments principaux que les arbitres jugent, c'est la trajectoire à la sortie des mains uniquement, donc pas la trajectoire complète, et éventuellement la position des mains, selon s'il y a un doute ou si c'est au cordeau, on dit voilà. Et en plus de ça, heureusement qu'on fonctionne comme ça, parce que si on prenait la trajectoire complète, plus la passe est longue, plus on est susceptible de siffler en avant, ce qui n'aurait aucun sens. On pourrait pas arbitrer comme ça. Je précise parce qu'il y en a plein qui le savent pas, qui n'ont pas cette info-là, et il y en a d'autres qui disent mais ça c'est les règles récentes. Et il faut savoir que donc World Rugby à l'époque IRB a donné des précisions sur cette règle au début des années 2010. Ça fait un moment quand même. Donc c'est important d'avoir ces notions-là en tête. Le ballon avancera toujours sur le terrain si les joueurs courent. Moi, cette Italie, messieurs, alors c'est pas mal. Mais moi, je suis vraiment pas dans le train. Je suis pas dans le train. J'y crois. C'est mieux. C'est mieux que l'année dernière où on leur en mettra pas 70. Tu vois, je dis pas qu'on va les rouster, leur en mettre 50, etc. Mais je pense que je respecte cette équipe italienne qui fait. Pas l'impression que tu respectes. Non, mais je respecte parce qu'ils font quand même, tu vois, ils embêtent des Écossais qu'on voyait comme l'un des gros dangers de ce tournoi. Derrière, ils vont embêter les Irlandais chez eux, ce qui est quand même quelque chose à faire aussi. Mais il me manque pas mal de petits trucs. Je trouve que même dans le quand ça commence à ouvrir, etc. Je sais pas, je suis pas à fond dans le train. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, je te trouve un petit peu dur. Moi aussi. Ouais. Je pense qu'on n'aura aucun stress ce week-end. Mais c'est mon avis. Avis populaire. Je dirais peut-être, je m'excuse la semaine prochaine. Je pense qu'on va gagner, mais par contre, pour moi, c'est une équipe qui a vraiment progressé, qui a trouvé du lien entre ses avants et ses trois quarts. Et ça, elle avait tendance à être sur un jeu un petit peu décousu. Je trouve qu'elle a progressé aussi physiquement. Elle est capable de tenir des longues séquences. On l'a vu contre l'Irlande, elle tient des séquences défensives. Défensivement, c'est costaud, par contre. Défensivement, c'est costaud. C'est très costaud. Elle a quand même des joueurs qui ont de plus en plus de talent. Tu vois, Menoncello, il y avait pas quoi. Pani, l'arrière, très intéressant aussi. 15 ans. Très non, mais t'as vraiment des bons joueurs et je trouve que cette équipe, elle progresse bien, elle est structurée, elle avance, à contrario d'autres équipes qui sont en train de chuter, du Pays de Galles, de l'Irlande, etc. Cette équipe italienne, je pense que dans les années à venir, elle va embêter de plus en plus de monde. Est-ce qu'elle réussira à aller un jour chercher les top nations ? Je pense. Encore. Ouais, ça va être un peu à très très court terme, mais ça va y arriver. Moi, ce qui m'a impressionné chez eux, c'est leur conquête en mêlée. C'est ça, en fait. À ce niveau-là, j'ai rarement vu 2 mêlées où tu te fais
Et puis, ouais, fracassé, quoi. Enfin, à ce niveau-là, c'est très rare. Ça t'arrive en fédéral ou quand tu jouais contre Brive à l'époque, tu vois. Parce que non, mais après, se faire soulever comme ça, il faut mettre une droite à son deuxième ligne et à son troisième ligne. Il faut qu'ils reculent, les mecs. Ça montre quand même la puissance. Ça montre quand même la puissance des mecs. Ils l'ont fait 2-3 fois quand même. Ouais. Donc, c'est pas rien. Je trouve que devant, ils sont très cohérents, c'est très costaud, très agressif. Après, oui, là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, la France est nettement au-dessus, sans manquer d'humilité, encore une fois. Mais sur un match, t'es jamais à l'abri. Moi, je me rappelle, j'ai fait match nul contre eux. Ouais. Et on sortait d'un 6 victorieux et tout le monde disait on va leur mettre 60. Et finalement, tu fais match nul et heureusement qu'ils tapent le poteau. Et c'était déjà au stade Pierre-Mauroy. Ouais, c'était à Lille en plus. Ouais. C'est peut-être un peu le facteur, je trouve, moi, où tu vois, Garbici, c'est intéressant. Mais là où au niveau international, tout le monde est à 90%, ben, il va être à 80%. Ouais, sur la précision des passes, là où tout le monde est à 90%, ils vont être à 85%. Et tu vois, c'est ces petits éléments qui comptent sur un gros match contre les Bleus. Ouais. Je vois bien sûr les Bleus victorieux. Oui, mais ça je me doute pas. Mais je sais pas si je pourrais pas te dire qu'ils vont en mettre 70 comme l'année dernière, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est là où j'essaye de rester cohérent. Et par exemple sur le match qui avait donné match nul, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait plus des cordes. Il nous avait pris sur plein de domaines, notamment en conquête où on a été en difficulté. On pensait les dominer, on a été kiff-kiff, voire même dominer. Derrière, trop indiscipliné. Je crois que c'est le match où on avait fait le plus de fautes. C'était hallucinant le nombre de fautes qu'on avait fait. Ouais. Donc tu peux vite déjouer face à eux. En plus, ils ont beaucoup de grinta, ils t'embêtent, ils te taquinent, etc. Faut pas tomber dans un faux rythme et dans un faux match. C'est un match particulier. Ça, ils savent le faire. Ouais, c'est un match particulier. Surtout pour eux, parce qu'ils vont se donner à 1000%. Leur rêve, c'est de faire tomber un jour la France. Donc les mecs, c'est plus les mêmes mecs sur le terrain. Ils se transcendent, ils sont en folie, etc. Et tu vois que c'est des mecs qui ont quand même évolué depuis pas mal de temps, comme il a dit Sacha. Donc ils peuvent nous casser un peu les bonbons, mais je pense qu'on est au-dessus, ouais. C'est l'équipe d'Argentine d'Europe, hein. Tu le vois avec leur hymne, Fratelli d'Italia. Les mecs, ils chialent, ils sont comme des fous. Enfin, moi, j'en ai des souvenirs quand ils vont se transcender. C'est les jeunes. Vraiment, ils démarrent le match. Les mecs, c'est des pieds électriques. Les mecs, à chaque grattage, ils sont en larmes, c'est l'enfer. Ils vont sortir le discours comme s'ils sortaient de... mais ça, c'est ces équipes-là. Tu vois ce que je veux dire, comme s'ils allaient faire un match. Ouais, ils vont jouer leur vie, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qu'il faut souligner, c'est leur progression et leur amélioration. Elle est énorme et c'est trop bien d'avoir une équipe comme ça qui remonte le niveau un peu. Est-ce qu'il y a des joueurs dont il faut se méfier dans cette équipe? Il y en a plein. Moi, je pense à Canoné. Canoné, j'adore. Il a des timings de grattage. Il me fait penser à Kaelan Doris un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est lui aussi. Lorenzo Canoné, le 8. Ouais. Leur joueur phare qui les met souvent dans l'avancée, qui est capable d'être très fort défensivement, qui est le fer de lance. Pour moi, s'il leur manque Canoné, c'est plus la même équipe d'Italie déjà. Je suis d'accord. Après, t'as Ange quand même qui peut être un X-facteur, qui peut créer des décalages, des brèches dans la défense. Même Montillone aussi. Et après, Monti, il a des qualités de dingue, il va à 10 000, il a des appuis, etc. Non, franchement, ils sont dangereux. Ouais. Ils sont vraiment dangereux. T'as ce centre qui performe depuis le début du tournoi et qui fait que monter depuis des saisons, Monticello, qui honnêtement est surprenant. Donc je pense qu'ils auront des armes. Après, si on est cohérent, c'est un match où on est largement au-dessus. J'y suis pas, donc je peux le dire. Tu vois, donc, question YouTube. Let's go. Une question pour Gaël. Elle est sacrément longue. Elle est longue sur l'écran, la question. Salut Gaël. Quel est le déroulement précis d'une semaine de match pour un club de top 14 ? On a entendu dire, Galtier, qu'aujourd'hui, le seul moyen de récupérer vraiment est la blessure. Est-ce que le rythme d'entraînement est vraiment trop élevé ? Et si c'est le cas, est-ce que plus en France... Elle était trop longue, la question. Ouais, et si c'est le cas, est-ce que plus en France ? Pourquoi ? Est-ce que plus en France est-ce que plus en France ? Pardon, oui. Excusez-moi, elle était vraiment très longue. Non, c'est une très bonne question. Et est-ce que... attends, excuse-moi, c'est pas terminé. Pardon, premier paragraphe terminé. Deuxième. On passe au deuxième. Est-ce que éventuellement ça pourrait desservir l'équipe de France ? Je pense que sur du long terme, ça pourrait la desservir, oui et non, dans le sens où il y a tellement un vivier énorme que si c'est pas Yoram Moefana, ça sera Broubari ou ça sera... Pierre-Louis Barassi ou ça sera un autre. Donc on a une longueur d'effectifs qui est assez énorme, mais c'est sûr que pour les joueurs, intrinsèquement, ça va être très dur de tenir dans le temps. C'est ce que je dis souvent à la nouvelle génération. On aura d'immenses joueurs, mais qui dureront moins longtemps pour moi, parce que le rythme, il est trop soutenu.
Par exemple, un Louis Bielbarré, je le trouve exceptionnel, mais je me dis combien de temps il va pouvoir tenir ce Surtout rythme. que ça démarre de plus en plus C'est jeune. ça la question, ouais. À l'époque, tu démarres à 24 Ouais, ans, 25, 25, voilà. tu vois. Il y a Et que là, Gaël qui avait démarré tôt. les mecs à 18 ans, un mec comme Loulou Bielbarré, il a commencé à 18 ans, il performe, etc. Mais je me demande encore combien de temps, parce que le rythme, il est tellement dingue. Et là, il va rentrer en club, il va rejouer la Coupe d'Europe, puis après, il va jouer les phases finales. Et Tu puis l'as le vu l'an rythme, il dernier s'arrête comme il jamais. était mort. Ouais, à la fin, il était Fin de mort. saison, c'était cramé. Tu vois, il en pouvait plus. Donc Mais la c'est vraie presque question, dangereux. ouais, la vraie question, moi, elle est là. Ouais. Tu vois, c'est de se dire, oui, on aura d'immenses joueurs, mais qui vont tenir dans le temps, je suis pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, une semaine normale, elle est très intense. On s'entraîne presque tous les jours. On a un jour off par semaine. Donc ça, c'est quand même assez contraignant. Il faut savoir que le mardi ou le mercredi, on se refait une oppo ou on se plaque. Donc ça fait 2 collisions par semaine entre le match et les entraînements. Donc le rythme, il est hyper intense. Et pour moi, le problème qu'on aura tôt ou tard, c'est la longévité, excusez-moi, des joueurs. Les mecs dureront moins longtemps. Ils auront des carrières exceptionnelles, mais très courtes pour moi. Tant que ça ne changera pas. Mais aujourd'hui, c'est pas prêt de changer parce que le top 14, c'est un rythme énorme. On est quand même le championnat où il y a le plus de matchs au monde. Là, ils ont annoncé la refonte aussi des tournées Ouais. avec le système. Donc ça rajoute encore des matchs. Ça va Donc faire, voilà, je vois pas comment aujourd'hui un joueur il pourra faire une carrière de 15 ans en équipe nationale, jouer tous les matchs, être performant sans se blesser, etc. Donc comme le dit Fabien Galtier, il a très bien compris, on essaye de protéger un maximum les joueurs, mais c'est très difficile parce qu'on parle beaucoup d'argent aussi qui sont en jeu, les droits télé, etc. Donc le championnat, il va pas se réduire et les matchs, ils continueront à jouer. Donc je pense que ça va impacter les joueurs plus que le championnat ou l'équipe de France. Tu vois. Ouais, mais moi, c'est intéressant, mais je trouve que ça soulève un autre sujet et je commençais à me faire la réflexion sur ma fin de carrière. Est-ce que pour les joueurs, ça devient pas horrible? C'est-à-dire que tu sais que, je vais utiliser un terme qui est peut-être un peu trop fort, mais est-ce qu'on n'est pas des vaches à lait, tu vois? Ouais, t'es de passage. Et il T'es faut de en prendre passage et conscience. en fait, au bout d'un moment, si t'es plus capable de tenir la distance, d'être assez endurant, de subir d'être capable de répéter les efforts, de tenir les entraînements, les matchs, demain, t'es plus capable. Bon, il peut plus, il est pas capable, il est blessé, il est chez les kinés. Bon, tant pis, on en a d'autres. Exactement. Mais ça sera ça. Hein. Et c'est déjà le cas. Aujourd'hui, tu es un peu moins performant ou tu es un peu moins frais. On t'a essoré pendant. On t'a essoré. Après, tu gagnes ta vie. Non, mais bien sûr. Voilà, il faut pas Mais tout. D'où l'importance aussi confondre. peut-être de lancer des projets à côté comme tu le Ouais, fais toi. exactement. Il faut savoir que préparer tu un vas peu tout durer ça. un temps et que tôt ou tard, malgré tout ce que tu auras pu faire, tu seras écarté. Et c'est le jeu. Et malheureusement, c'est le joueur qui en pâtit sur la situation plus que les autres. Mais c'est comme ça. Mais je trouve que pour des jeunes joueurs ou des joueurs un peu fragiles, c'est terrible. Parce que tu goûtes à quelque chose d'exceptionnel, tu goûtes à une adrénaline, tu goûtes à du haut niveau, du top 14, de la Pro D2, etc. Et après, si tu enchaînes les blessures, que physiquement, tu n'es pas capable de revenir, parce que l'intensité, elle est dure, il faut être capable de revenir plus fort, de t'entraîner plus dur, de prendre en musculation, d'aller plus vite, etc. Mais si au bout d'un moment, tu n'es plus capable, il n'y a personne qui va t'accompagner. Parce que malheureusement, c'est comme ça. Ouais, parce qu'ils y ont C'est pas le sport de haut d'intérêt niveau. Bien aussi. sûr, mais ils n'ont pas le temps, surtout. Mais ils n'ont pas le temps. Eux, ils pensent Les aux résultats, et sinon tout. les coachs ils sautent, enfin tu sais comment c'est. Ouais, complètement. Et donc t'es pas là, et on en prend d'autres. Et ça, je trouve que c'est un côté, mais c'est le sport de haut niveau, c'est la réalité. C'est bien que les gens qui sont pas dans le milieu, je trouve, en aient conscience, parce que ça, c'est dur au quotidien. Mais pour moi, tu vois, c'est ce qui est en train de se passer un peu avec l'Irlande. Ils ont une génération, ils ont tout gagné, ils ont été monstrueux, etc. Et elles commencent à être vieillissantes. Mais vu que c'est pas ils n'ont pas d'autres générations derrière qui poussent à mort et ils n'ont pas une longueur d'effectif assez grande, du coup, là, ils se retrouvent à stagner ou à même à rabaisser leur niveau de jeu. Donc, en fait, la différence avec l'équipe de France, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas Louis Bielbarré, ça sera Gaël Dréan, par exemple. Ouais. Et le mec, il est tellement fort que il prendra le relais, etc. Bien Donc, sûr. pour moi, la chance qu'elle a l'équipe de France, c'est qu'on a un vivier de dingue. Mais c'est vrai que les joueurs, ils vont être impactés tôt ou tard. À noter qu'il avait quand même dit à la fin de sa question, désolé, un peu long. Mais Oh, merci t'inquiète, beaucoup pour ce c'était podcast très long, mais on a compris la question. Mais très bonne question. Ouais, que j'ai mal lu en plus, mais bon. Et en tout cas, merci pour le podcast et tout le travail qu'il y a derrière. Dédicace aussi à Alexis avec qui on bosse sur ce podcast. Et on peut passer sur la question de Rob qui dit Gaël a parlé de ses différents projets et entrepreneuriat en dehors du rugby. Mais comment voit-il, vit-il son après-carrière qui arrive? Pour être honnête, je le fais depuis que j'ai 18 ans, où j'ai monté ma première structure, etc. Et très vite, en fait, j'avais envie de m'évader aussi un peu du rugby, parce qu'on passe notre vie à faire ça. On dort rugby, on mange rugby, on fait tout rugby. Et c'était un peu un échappatoire avec ce monde-là, qui me plaît, hein, et que j'aime profondément. Mais j'avais besoin de voir autre chose et de rencontrer d'autres personnes, de m'ouvrir d'esprit, etc. Et ça, je le cultive à travers les voyages, à travers le business que j'ai à côté, etc. Et je pense que c'est un peu un échappatoire et c'est un peu un truc aussi pour me rassurer aussi. Ouais. C'est de se dire, demain, le rugby, tout s'arrête. J'ai ma vie d'à côté et j'ai mon autre vie qui m'attend, tu vois. Et je pense que ça, je le dis à plein de jeunes joueurs qui commencent le rugby. J'ai un jeune du centre de formation où je suis le parrain.
Et je trouve qu'il a un énorme potentiel. Il me ressemble beaucoup au rugby Simon parce qu'il joue centre, etc. Noam, il s'appelle. Ok. Et il joue au centre de formation du Racing. Il a fait une intervention contre les Titans avec le casque blanc. Ok. Et je pense que c'est un très, très gros potentiel. Et je lui dis, pas de suite, mais il finit ses études, il fait des grandes études et tout ça. Je dis, continue parce que ça va te permettre d'assurer tes arrières. Et ça, c'est hyper important pour un jeune joueur parce que, comme je te dis, les carrières elles vont être de plus en plus courtes à ce niveau-là. Et donc, si tu n'as pas un autre projet derrière, si tu n'as pas une visibilité sur ton avenir, bah, tu seras toujours sous pression, sous stress. J'en parle souvent avec Antoine Gibert où je lui dis, Antoine, bon, il a investi dans l'immobilier, etc. Mais trouve-toi une autre passion à côté, trouve-toi un truc qui va te guider après le rugby. Bon, lui, il veut être coach, etc. Mais tu sais pas comment ça va finir. Tu sais pas si un jour tu seras dégoûté du rugby parce que tu auras pris des mauvaises décisions, que ce milieu-là, il t'aura fait trop de mal, etc. Je lui dis, essaye d'avoir une idée sur ce que tu peux faire après. Et donc, pour moi, c'est un des leviers pour être bien dans sa peau. Je pense que c'est nécessaire. C'est bien que tu parles de ça. Je trouve que c'est top aussi que tu sensibilises parce que je pense que ton cas, franchement, Gaël, t'es quand même un cas assez isolé. Vous êtes une minorité à avoir d'autres trucs à côté. Je pense que toute la génération qui est encore, c'est la mienne. Ouais. Nous, on avait tellement cet objectif d'être pro. C'est dur d'allier les deux, Ouais, de finir les journées tard et de te dire, ah bah attends, là j'ai cours, là je me connecte, j'ai la fac, j'ai ci, j'ai ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui en sont capables. Et c'est une connerie parce que c'est un exutoire, parce que ça te permet aussi quand t'es blessé de relativiser, de te dire attends mais là j'ai ça à côté mais ça c'est trop bien, et puis je rencontre d'autres personnes, je reste pas qu'avec des rugbymen, on parle pas d'autres choses, mais franchement c'est super rare. Et moi je l'ai pas fait du tout comme Gaël, moi je l'ai fait vraiment sur le tard, et c'est quand j'ai commencé à vraiment avoir beaucoup de blessures, de pépins physiques, je me suis dit ouais mais attends mais moi ça peut s'arrêter demain là. Et du coup j'ai commencé à reprendre mes études, faire un master, etc. Mais moi j'avais pas de passion, et aujourd'hui t'as beaucoup de gens qui arrêtent, et moi je le sais parce que c'est un petit peu mon cas, mais en fait quand t'arrêtes ta carrière de rugby, le reste ça te paraît presque un petit peu fade. Parce qu'en fait nous... C'est marrant que tu dis ça parce que je vais rebondir un peu sur mon truc perso après. Mais en gros, moi depuis que je suis petit, j'ai toujours écrit que je voulais être pro dans un sport, tu sais, à l'école, tu vois. Et en fait quand tu t'arrêtes, on te dit mais t'aimes quoi d'autre? Mais j'aime ça. Moi, c'est tout ce que je suis. Voilà. En fait. Et donc, c'est dur de trouver quelque chose d'autre où tu vas te lever le matin et tu vas prendre du plaisir. Tu retrouveras plus jamais cette adrénaline. Tu retrouveras plus cette vie de groupe. Ça, c'est dur et c'est pas évident. Ouais, je suis d'accord. Je rebondis juste sur ce que tu as dit juste avant, parce que moi, j'ai pas du tout arrêté au même moment que vous, messieurs. Hein, j'ai jamais eu de contrat pro et tout. Mais lorsque j'ai arrêté, c'était quand même, mine de rien, surtout quand tu es en centre de formation, des moments de pression, des moments de joie, des moments de déception. Et tu sais, ça fait un peu roller coaster d'émotions, tu vois. Ta vie, quand j'ai arrêté... Bah, la vie, elle est plus fade. J'avais pas de problème. Hein. J'ai jamais eu vraiment de problème dans la vie. Hein. Je parle des gros problèmes. Je n'ai jamais eu de problème. Vraiment, je touche du bois pourvu que ça dure. Mais par contre, c'était dur. C'était dur parce que ta vie, elle est... Mais c'est dur. C'est plat. Et après, ça, je l'ai retrouvé, notamment dans la création de contenu, quand je me suis lancé, que ça a commencé à bouger et tout. Mais c'est pour ça qu'il faut anticiper ça. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis et ton exemple, parce que toi, tu es allé chercher cette adrénaline, ce plaisir, ces rencontres dans d'autres projets. Quoi. Et surtout, il ne faut pas oublier que beaucoup de joueurs font des dépressions, d'énormes dépressions après leur carrière, parce que cette adrénaline, comme il a dit Sacha, tu la retrouveras nulle part ailleurs. À part si tu es chanteur de rock et que tu fais des concerts au Stade de France avec 80 000 personnes, tu ne retrouveras jamais cette émotion-là. Donc en fait, il faut arriver à trouver une passion. Et je vais vous parler d'un conseil que j'ai reçu du père de Zoé Marshall, Olivier Marshall, qui m'a dit un jour, Gaël, il était pote avec toute l'ancienne génération, donc les Moscato, Dominici et toute la bande. Et il me disait, Gaël, le problème que tu vas avoir après le rugby, c'est que tu as tellement fait des choses de dingue dans le rugby que si tu n'as pas une autre passion pour laquelle tu vas te lever tous les matins, tu vas mourir à petit feu. Donc il me dit, trouve-toi des passions, etc. Et j'ai monté plein de choses, etc. Et je sais déjà ce qui me passionne après le rugby. Confidentiel. Ça fait partie des projets qui vont te tenir en haleine et qui vont te passionner. Donc pour moi, la clé, elle est là. C'est des jeunes, même si tu es professionnel, même si tu carbures, même si tu gagnes, etc. Et comment tu l'as fait, toi, par exemple, à 18 ans Des opportunités. Des opportunités. J'ai toujours eu envie d'aller découvrir d'autres mondes. Ça fait partie de ma personnalité. Et en fait, c'est les rencontres, tu vois. Moi, un de mes meilleurs amis, il est réalisateur. On a monté une boîte de prod, on fait de la pub, on écrit des films, etc. Et ça me passionne. Mon frère, il est dans la restauration, on a monté des restaurants. J'ai deux de mes meilleurs amis sont dans l'immobilier, on a monté un groupe dans l'immobilier et je me régale. Et tu découvres, je retrouve des petits plaisirs simples, mais tu vois, quand t'es avec l'architecte qui te dit comment on design le truc, ça me plaît. Après, bien que tu découvres des mondes. Il y a eu des échecs aussi, t'en as eu? Pour l'instant, des gros échecs, non. Mais après, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu mieux structurer, j'aurais pu mieux m'entourer, etc. Mais ça se fait avec le temps. Et pour moi, c'est pas un échec, c'est un processus d'évolution. Tu apprends. Il y a des choses que j'aurais pu bien mieux faire, mais pour moi, c'est pas un échec parce que ça m'a permis de faire mieux après. Et je sais qu'encore même maintenant, je pense que j'irai encore plus loin après, tu vois.
Ça fait partie de ma mentalité, quoi. Je trouve ça bien que tu sensibilises les jeunes, notamment au centre de formation, parce qu'après, il y a la réalité Bien sûr. des mecs qui auront ta carrière, il y en aura très peu, voire quasiment De pas. moins en moins, je pense, parce que le rythme, il est tellement dur et d'atteindre ça va être dur. Ouais, mais surtout que voilà, être international, ça arrive à une infime partie Bien des sûr. joueurs qui sont pros. Il y a des mecs qui jouent en Pro D2, National, National 2, qui arriveront jamais à avoir des hauts standings, gagner des très bons salaires, etc. Donc c'est bien et c'est important d'avoir des trucs à côté parce que ça stimule, ça fait vivre et quand ça s'arrête, c'est moins difficile. Je suis d'accord. C'est ça surtout. Et toi, il paraît que ta meilleure saison, c'est celle où tu savais que tu allais arrêter. Alors, moi, en fait, là où j'ai été le plus heureux, je pense, dans ma vie, ça a été l'année où j'ai arrêté. Tu veux dire... pardon, excuse-moi, j'ai mal formulé ma question. Je voulais dire, c'est à l'arrêt que tu as passé ta meilleure saison, finalement. Ouais. Et en plus, c'est paradoxal parce que, en fait, j'ai deux choix qui se sont offerts à moi. Vu que j'ai eu une grave blessure au dos, j'aurais pu rester en arrêt de travail quasiment 5 ans, même sans avoir de contrat, etc. Donc, en fait, je restais chez moi, je prenais mon salaire. Et tu restes chez toi, tu vois. C'est agréable. Ouais, tu réfléchis, tu vois. Tu pars en vacances. Tu joues à la play. Non, et en fait, je me suis fait violence et je me suis dit, mais je veux pas de cette vie-là. Ouais. Je veux pas me retrouver à faire 5 ans comme ça, sans pouvoir continuer. Et en fait, je suis sorti de ma zone de confort. Je me suis fait mal. J'ai tout rendu. Moi, je suis parti très jeune de chez moi. Je suis parti à 14 ans. Je suis parti vivre à Paris à 18 ans, tout seul. Ma famille, tout le monde habite à Toulouse. Et je me suis retrouvé, j'ai fait une carrière de 10 ans et j'ai décidé d'arrêter. J'ai demandé à me faire licencier pour partir sur un nouveau projet. La femme, elle m'a dit, mais vous avez autre chose? Non. Mais je vais me bouger pour retrouver quelque chose. C'est une bonne mentalité. Je suis reparti vivre chez mes parents. Et avec mon chien de 50 kilos. Enfin bref, vraiment, je te jure, j'ai vécu 2 mois où j'avais quasiment rien. Mais par contre, je me suis bougé et tout. Et tu vois, après, ça m'a souri. Et en fait, souvent, quand tu acceptes une situation qui est difficile, que tu l'encaisses et que tu es capable de travailler pour ça, derrière, tu vis des jours qui sont heureux. Et franchement, je regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Et ça me permettrait aujourd'hui. c'est vrai. Déjà, et en plus de ça, non, mais différemment, mais tu as un exemple aussi. Moi, quand j'ai vu la première fois que tu allais être commentateur sur Canal et tout, je voyais pas du tout cette facette de Sacha, tu vois. Ouais. J'ai trouvé ça dingue et j'ai trouvé ça surtout courageux. Et encore, c'est une passion en plus. Donc, et c'est que le début. Je pense qu'on se rend même pas compte. Dans 5-6 ans, je suis sûr que tu iras encore plus loin, quoi. Ouais, et puis on parlait aussi du lien que tu as avec les joueurs, qui est une facette que les gens, par exemple, à Canal, n'ont pas autant que toi, parce que tu as ce lien, parce que tu as connu le terrain. Il y a des consultants, peut-être, tu vois, mais en plus, tu as la jeunesse du truc, c'est que c'est ta génération qui est en train de jouer. Exactement. C'est ça qui crée ce truc qui est quand même. Mais comme avec Nance, tu vois, Nance, il apporte un truc, je trouve, chez Canal qui est nouveau. Ouais, mais c'est le consultant le plus jeune. Fraîcheur, et vous faites partie, pour moi, des 2 nouveaux visages de Canal qui font du bien à ce programme, quoi. On parle souvent. Question de Sam, rapidement. On parle souvent de l'énorme fossé entre les matchs internationaux et les matchs en top 14. Qu'est-ce qui est le plus dur? Le temps de jeu effectif, les impacts? Curieux d'avoir la réponse. Et cette question ne m'est probablement pas destinée. T'es sûr? Je pense. En tout cas, il n'a pas précisé à qui il l'a posé, mais... Je pense qu'il y a quelques facteurs. Déjà, l'arbitrage. Peut-être un arbitrage un peu plus fluide, sans cracher sur l'arbitrage français, qui est cohérent. Mais au niveau international, tu sens que ça veut jouer, ça favorise le jeu. On passe pas notre temps à regarder les mêlées, à ralentir le jeu, etc. On favorise un maximum le jeu. Donc ça me plaît. Et c'est ce qui fait déjà une énorme différence. Après, c'est la qualité des joueurs. T'es avec le gratin du gratin. Ouais. Donc là, les mecs, ça se trompe rarement. Ça va vite, ça court longtemps. C'est précis. Et c'est des détails, en fait. Mais ça fait quand même une grande différence. C'est vrai qu'en top 14, c'est un peu moins homogène. Tu sens que déjà, entre le dernier et le premier, il y a une énorme différence. Au niveau international, tous les mecs, ils ont le niveau de Toulouse, quoi, presque. Ouais. Donc ça va plus vite, ça tape plus fort, plus longtemps. Et l'arbitrage favorise tout ça. Donc ça crée des temps de jeu à 45 minutes, comme ce week-end, par exemple. C'est 45 minutes, temps de jeu effectif. C'est colossal. Et toi, Sacha, un petit peu ton expérience Alors moi, je suis chaud que tu me redises la question déjà, parce que j'avoue c'était que encore en train de penser... le fossé entre les matchs internationaux et les matchs de top 14, question de Sam. Qui pense que ça réside le plus... C'est quoi le plus dur, en fait, la différence qu'il peut y avoir? Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Gaël. Je pense que c'est l'intensité. Quand tu joues pour ton pays, déjà, t'es galvanisé, t'es animé par quelque chose qui est différent de porter un maillot de club, qui a une histoire, qui a ça, mais c'est le Graal. Et en fait, voilà, tu sais que ces matchs, ils se jouent déjà aussi sur des détails. Ouais. La précision des gestes. Aujourd'hui, une pénalité, tu peux être sanctionné et ça peut mettre ton équipe dans une mauvaise dynamique. Et ça, je trouve que c'est terrible. Pour moi, c'est les détails. C'est ce qui fait les grands matchs, mais dans tous les sports. Hein. Au tennis, au foot. C'est les détails qui font la performance à ce très, très haut niveau où la moindre erreur peut se payer cash.
Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi Rugby Confidential, épisode 15 jusque-là. Si vous avez encore des questions à poser pour la section questions YouTube, que je trouve trop cool à chaque fois, hyper intéressante, n'hésitez pas directement dans les commentaires. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute, n'hésitez pas à lancer le petit vidéo YouTube, pam, votre petit com aussi. Merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements aussi sur les différents réseaux. N'hésitez pas, tout est dans la description. Que ce soit même l'Insta de Sacha, on peut le mettre dans la description si jamais, parce qu'il est tellement beau qu'il faut le suivre sur Insta. On me l'a dit, ça, on me l'a dit. C'est vrai? Ouais, j'ai plein de copines, ouais. Bah, tu me l'as pas dit. Et moi, t'as pas dit parce que ça, tu m'as jamais dit. Noé m'ont dit, il est sympa. Ah, ça va. Brave, il y avait Brave aussi. Brave et sympa. Bon, on arrête l'épisode là, messieurs. Saint-Valentin prochaine, même programme. Il faut s'accrocher. Allez, ciao, prenez soin de vous.